Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour cette émission spéciale consacrée aux résultats des élections législatives de 2026. Résultats certes encore provisoires, mais qui actent déjà la fin brutale de l'ère du simulacre électoral. Moins de 21% de taux de participation. L'Algérie n'échappe pas à cette tendance mondiale abstentionniste, désaffectionniste et même de méfiance vis-à-vis des partis traditionnels. Opportunisme, jeunisme politique et discours faibles, fébriles et maladroits. Ces législatives, post-réforme politique et amendements juridiques imposés à qui voulait le voir en tout cas, les exigences nouvelles vers une ère de responsabilité collective où le folklore électoral habituel et les campagnes sans programme réel n'ont plus leur place tout simplement. 20,79%. C'est donc bien la fin des quotas et le début d'un long processus qui va être douloureux pour certains, mais nécessaire de la recrédibilisation du jeu démocratique chez nous. On en parle ce soir avec notre invité, notre consultant maison, Nordine Zala, journaliste spécialiste des questions politiques et internationales. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Mohamed Achir, notre consultant pour les questions politiques et économiques. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Alors pour commencer, les résultats de ces législatives, je le disais, résultats encore provisoires, 20,79% de taux de participation au niveau national. À la clôture des bureaux de vote, 10,67% pour ce qui est du vote de la communauté nationale à l'étranger. Ces résultats des législatives nous donnent finalement, dans le Mzala, l'une des premières, ou littéralement peut-être la première Assemblée nationale populaire dont on connaît les vrais taux de participation à son élection. Est-ce que nous sommes finalement à un tournant majeur? Oui, moi j'appellerais ça un moment de vérité, puisque nous sommes sortis donc du simulacre pour une réelle consultation électorale démocratique avec ses limites, puisqu'il n'y a plus d'artifice, il n'y a plus de soutien, ce qu'on a appelé les quotas, et chacun doit maintenant faire son bilan, assumer ses responsabilités du côté de la classe politique, du côté des électeurs aussi, puisque les pouvoirs publics ont ouvert le jeu, et que le jeu a ses règles dures et cruelles qui sont d'être représentatif, d'intéresser l'électorat, de capter son attention, son adhésion, sa confiance. Et la faible participation est un message en soi, c'est que c'est une voie difficile. Il est difficile de jouer le jeu démocratique avec la transparence et toutes les exigences qui vont avec, c'est-à-dire être éloquent, convaincre, gagner la confiance, récupérer la confiance populaire. Puisque, vous dites récupérer parce que tout est à faire aujourd'hui ou à refaire? Oui, il y a un discrédit, nous en parlions hier, la perception du député n'est pas très glorieuse au niveau de l'opinion publique. Oui. Et pour reconstruire l'image du député, il va falloir que cette nouvelle Assemblée fasse ses preuves, c'est-à-dire qu'elle réhabilite le rôle du député dans toute sa noblesse, dans sa grandeur et dans son difficile travail quotidien, parce que c'est un dur labeur que d'être député, oui, de préparer des projets de loi, d'être en phase avec la population qui nous a élus, ou même celle qui a boudé les urnes. Il va falloir donc reconstruire tout un tissu de confiance qui a été abîmé. Qui a été vraiment endommagé lors des précédentes mandatures, lors des différents scrutins. Là, on parle du scrutin législatif, mais il y a d'autres consultations qui auront les mêmes enjeux, avec les mêmes règles difficiles, celle de la vérité, de la vraie représentativité des élus. Oui. Voilà. Après une ère de soutien, d'artifice, de maquillage. Voilà, donc le pouvoir exécutif, avec à sa tête le président de la République, a donc ouvert le jeu, et le jeu est ardu. Voilà. Mohamed Achir. Je pense que d'abord, c'est lié à un héritage lourd de plusieurs, de 2 ou plus décennies d'élections, dans lesquelles il y a eu l'utilisation de l'argent, il y a eu des pratiques malsaines, ce qui a un peu altéré
altérer c'est-à-dire l'importance de la législature auprès des électeurs ou bien auprès des citoyens. Donc c'est tout cet héritage-là qui a été assigné d'abord depuis 2021 avec la loi 2101, l'ordonnance 2101, modifiée et complétée aussi en 2026. Donc, il a visé justement à assainir toute la situation politique du pays, à assainir l'environnement global de l'exercice politique, la moralisation de la vie publique, même de la vie en général, c'est-à-dire des pratiques de citoyennes, etc. Tout ça, donc, on est toujours dans un processus de réforme. Et en donc, cours. Bien sûr, en cours. Et donc, on ne peut pas juger un taux de participation de 20,79% seulement causé par la législature de 2026. Mais il y a bien entendu un héritage qui remonte à plusieurs législatures précédentes, dans lesquelles on a utilisé des pratiques malsaines, on a utilisé l'argent. Et d'ailleurs, justement, la loi 2101 est très stricte, très rigoureuse par rapport à la transparence et par rapport à l'utilisation de l'argent sale, surtout dans le milieu politique. Et le président de la République a toujours plaidé, même quand il était Premier ministre ou chef de gouvernement, a plaidé pour séparer l'argent avec la politique. Donc ce processus continue et je pense qu'un certain nombre de partis politiques n'arrivent pas à s'adapter trop, parce qu'il y avait des pratiques difficiles à dépasser. Donc il y avait des pratiques, non seulement en termes d'utilisation un peu de l'argent sale, mais aussi à l'interne, c'est-à-dire dans le fonctionnement des partis politiques. Donc en quelque sorte, il y a eu toujours disons, il n'y a pas eu assez de transparence, et il y a eu de l'exclusion. C'est la pratique de la politique en général. Tout à fait. Tout ça après, le citoyen, il observe tout ça. Le citoyen, il n'est pas amnésique. Donc il se rappelle des pratiques anciennes. Je ne parle pas de l'ancienne législature en mandature, mais bien avant. Donc tout ça, il y a eu un cumul. Et l'État, justement, il a fait son devoir. Le devoir de l'État, c'est cet engagement, justement, d'assurer une concurrence transparente, une concurrence loyale, et de mettre les conditions nécessaires pour l'exercice transparent de la politique. C'est ça le rôle de l'État. C'est-à-dire, en tant qu'arbitre, il a mis en place un cadre juridique et il a mis en place des moyens nécessaires. Il y a eu la création de l'ANI, l'Autorité nationale indépendante des élections. Maintenant, je pense qu'il appartient à la classe politique de changer d'habitude, de s'adapter. C'est le maillon faible de tout ce système électoral. Mais bien sûr, parce que le déploiement logistique, les moyens logistiques ont été garantis. Bien sûr. Et puis l'administration doit jouer le rôle limité à la logistique. C'est-à-dire l'administration doit être neutre. Il est neutre. Oui. C'est pas à l'administration de faire la campagne, de mobiliser pour... Mais c'est aux partis politiques de capter l'électorat, de mobiliser l'électorat. Donc on sait aujourd'hui où est la faiblesse en tout cas de notre système électoral. C'est dans la pratique politique. Dans la pratique politique. Moi, je le dis, je le redis, c'est dans la pratique politique. Je l'ai toujours dit, en tout cas dans les émissions politiques. C'est la pratique politique qu'il faut renouveler, qu'il faut adapter aussi aux nouvelles exigences. Est-ce qu'on en a les moyens, justement? Mais je vais vous reposer la question tout à l'heure, parce que je vais vous proposer d'écouter, ou de réécouter pour certains d'entre vous, les déclarations. Il en a fait plusieurs, le président de la République, au sortir des urnes hier, après donc avoir effectué son devoir électoral. Dans une première déclaration, il est revenu sur justement cette ère de rigueur juridique et de modification de cet arsenal juridique qui appuie aussi le travail en amont aujourd'hui de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, qui travaille plus sereinement et avec confiance. On regarde. هي التعديلات اللي وقعت نتيجة خلل لاحظناه في تطبيق القوانين السابقة، وإحنا ما يخفاش عليكم نمشي من حسن إلى أحسن حتى نوصل للغاية
انتخابات يعني عادية نزيهة. ما نزيدش نتكلم على التعديلات اللي وقعت، تعديلات تقنية. الهيئة السلطة المستقلة للانتخابات راح تلعب الدور تاعها وتحاول بقدر الاستطاعة باش ما تظهرش، ولكن في آخر المطاف القرار قرارها، هي اللي تعلن على النتائج، هي اللي تشرف على فرز الأصوات إلى آخره. إذا وصلنا لمرحلة نتاع مصداقية بالنسبة للمؤسسات الدستورية فقد صبحت لها غبار عليها، ونتمنى ما أحسن إن شاء الله. Voilà donc pour cette déclaration, une réaction Nordine Zala. Oui, là c'est donc je le disais, c'est une épreuve de vérité parce qu'on est sorti de la cooptation, de la tutelle en réalité, qui est devenue une sorte d'habitude inconsciente ou non. Et il y a eu une certaine résistance. Je ne vais pas parler d'un esprit réactionnaire chez les partis politiques, dans les directoires, qu'on soit dans les partis traditionnels plutôt proches du pouvoir exécutif ou ceux de l'opposition. On s'est habitué à de mauvaises pratiques qui ont été décriées, dénoncées, vraiment critiquées par l'électorat, hein, par la Vox Populi. Et aujourd'hui, le dernier mot est revenu au peuple, hein, la vraie source de souveraineté. Et il est clair que finalement, il y a un décalage entre ces appareils politiques, ces organisations respectables, hein, qui ont des programmes, qui ont une bonne foi pour la plupart. Hein, ce sont des partis qui sont en compétition, mais qui ne sont pas adaptés aux nouvelles règles. En réalité, il y a une sorte d'aliénation à l'ancien système, alors que tous les amendements qui ont été apportés, l'institutionnalisation donc du contrôle des élections par une autorité indépendante, devait conduire à de nouveaux comportements, à une nouvelle culture politique. Oui, justement, absolument. Voilà. Et c'est d'ailleurs l'objectif, enfin le propos de ma question. L'ANI a changé les règles et peut-être que ça n'a pas été perceptible tout de suite par les partis traditionnels. Et le début peut-être effectif de ce processus de guérison ou de réparation démocratique a commencé quand l'ANI, on en a parlé d'ailleurs dans l'une de nos émissions, lorsqu'elle a invalidé des milliers de dossiers de candidature pour ces élections législatives, même s'il y avait eu plusieurs formes de recours, par la réintégration après examen, le remplacement des listes aussi. Mais c'est peut-être là que les partis traditionnels, essentiellement, ont manqué de perspicacité politique pour proposer autre chose, pour comprendre en tout cas que les règles avaient changé. Oui, tout à fait. En fait, on pourrait dire même qu'il y a eu une thérapie de choc en matière de changement de règles. Oui. De compétition électorale. C'est vrai, on parle de l'article 200. Bon, on n'est pas vraiment, on n'est pas spécialiste pour interpréter l'article 200 en tout cas, mais l'esprit de la loi 2101, modifiée et complétée, est d'assurer une concurrence équitable et d'assainir. Pas assainir au sens donc de répartition de quotas, je veux dire, non, mais d'assainir les candidatures. C'est-à-dire quand ces candidatures sont jugées disons inéligibles en matière de transparence, parce que c'est la loi qui est l'arbitre en matière de ces candidatures. Et on sait très bien que l'élément le plus important qui est cité, c'est un peu quand on a des affinités avec des milieux de corruption, bien des milieux douteux en général. Voilà, donc c'est ça. Mais en fin de compte, il faut rester dans l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, du législateur algérien, mais aussi de la volonté de l'État depuis les réformes entamées en 2020, avec la Constitution de 2020. C'est de construire un nouveau paysage politique transparent, avec aussi des nouvelles têtes, comme on dit, aussi politiques, des nouveaux acteurs politiques qui vont réhabiliter la confiance du citoyen, du peuple et de l'électorat. Donc c'est ça qui est visé. Maintenant, et c'est pour cette raison d'ailleurs dans la loi,
Et il y a cette exigence de mettre au moins 50% entre jeunes, universitaires, femmes, etc. Femmes, la parité, oui. Et l'interdiction d'utilisation de toute forme de l'argent, et même l'obligation, y compris pour financer les campagnes électorales, etc., d'utiliser des moyens structuraux ou un paiement électronique, etc., ou bien des transferts électroniques, pour qu'il y ait de la traçabilité, la nomination d'un comptable, etc., qui va avec un registre qui sera paraphé, qui va Mais vérifier les justement, dépenses. le nombre de dossiers rejetés par l'ANI, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit finalement que la plupart des partis ont pris ça peut-être un peu à la légère, ont mal assimilé les règles. C'est d'ailleurs ce qu'avait déclaré à l'époque le président par intérim de l'ANI. Il a dit qu'il y avait une mauvaise compréhension des règles de la loi électorale, du nouveau code électoral, par les partis politiques. Et pourtant, des partis qui sont pour la plupart rodés à l'exercice électoral. Oui, justement, dans la préparation des listes, des candidatures, il fallait anticiper. Il fallait faire le travail d'abord au niveau des partis politiques. Et présenter des candidats irréprochables, disons, sur tous les plans. Donc ça, c'est le travail des partis politiques. Maintenant, Est-ce qu'il y a eu cette volonté? Bon, enfin, c'est les pratiques. présenter Je parlais des tout à l'heure des candidats pratiques. Quand on parle des pratiques, on est dans la culture. Et donc, pas facile de dépasser les pratiques. Ils ont pu interpréter ça comme des slogans creux, plutôt que des règles qui allaient s'appliquer de manière très, très ferme. Voilà, cette fois-ci. Tout à fait. On a vu avec même des anciens députés. C'est des dizaines aussi d'anciens députés qui ont été rejetés par l'ANI. Donc, en tout cas, mais ce qu'il faut retenir d'abord, ça n'a pas visé un parti ou un candidat. C'était une règle générale normalisée. Donc, c'est la loi. Donc, ça n'a pas été confectionné. Avant, peut-être, on faisait des lois sur mesure. Donc, pour exclure certains et favoriser certains. Mais là, on a vu même les partis qui se proclament parfois, ou bien qui comme dit Hizb al-Boualat, donc des partis d'allégeance ou d'alliance, etc., qui ont subi aussi la loi de l'article 200. Donc vous voyez, donc là, l'article 200... Parce que nous sommes dans un processus global, ça ne vise pas... Effectivement, c'est un processus global qui nécessite du temps. Parce qu'il faut qu'il y ait une évolution en quelque sorte simultanée avec le travail des partis politiques, renouveler aussi les effectifs des partis politiques avec l'élément jeunes, femmes, etc., universitaires, et la loi aussi qui est plus qu'exigeante en matière de transparence et en matière aussi de certains critères comme le niveau universitaire, etc. Donc c'est un travail qui se fait et je pense que cette élection va servir d'expérience aussi pour les partis politiques pour la prochaine législature. Oui. Donc, parce qu'on est dans un processus de réforme. Et c'est vrai, maintenant... Pour même les prochaines législatures. Pas que là, parce que ce sera un processus long, c'est bien ce qu'on comprend. La culture électorale, la culture du vote, l'adhésion ou la reconquête même de l'électorat algérien qui a exprimé, en tout cas on le sait aujourd'hui à travers des taux réels de participation, sa désaffection envers le politique, envers les partis traditionnels. C'est-à-dire... pour ne pas rester seulement dans les partis politiques, il y a aussi la vie politique en général d'un pays. Donc la démocratie est une culture, c'est un apprentissage continu. Il n'y a pas d'un système démocratique parfait. On construit. C'est une construction continue, c'est un processus, c'est une culture. Et quand on parle de la démocratie, ce n'est pas seulement les élections. C'est dans toutes les institutions pratiquement, parce que c'est l'esprit démocratique. Mais après, il y a un élément très important aussi, c'est-à-dire pour ne pas seulement faire des partis politiques un point de fixation, il y a aussi le contexte général et le contexte international. La dépolitisation touche tous les pays du monde. Il n'y a pas que l'Algérie le phénomène de dépolitisation, de désengagement de la chose politique, de la pratique politique. On la retrouve dans tous les pays du monde, y compris les vieilles démocraties, c'est-à-dire des systèmes qui ont 2 siècles peut-être de pratiques démocratiques. Aujourd'hui, ces pays-là, justement, font face à ce désengagement en matière politique.
Et là, c'est un phénomène global, c'est un phénomène mondial qu'on peut expliquer par des raisons, bien sûr, pas des causes endogènes à chaque pays, mais aussi exogènes ou des raisons internationales, quand on parle aujourd'hui de l'individualisation, de la marchandisation, l'esprit de la marchandisation, de l'individualisation, et le désengagement du citoyen et de la culture du bien commun. Donc là, on se retrouve, c'est un phénomène mondial. Donc là aussi, justement, c'est pour ces enjeux-là que les partis politiques doivent s'adapter. Parce qu'il y a des mutations sociales, des mutations économiques, il y a des nouvelles exigences, des nouveaux besoins, etc. Donc il faut que le discours des partis politiques s'adapte à ces questions. Absolument. On va écouter un deuxième extrait des déclarations du président de la République. C'est là où il déclare que c'est la fin de l'ère des quotas, justement, une déclaration puissante du président de la République, qui a aussi affirmé que l'atteinte à la volonté du peuple exprimée dans les urnes est révolue. On l'écoute. أعتقد المرحلة هذه تجاوزناها منذ زمان خلاص يعني كل الجزائريات والجزائريين متيقنين باللي مرحلة الكوطا ومرحلة المس بالصوت تاع الشعب انتهى خلاص وهذه تقريبا كل الانتخابات اللي مرت ما سمعناش ولا مترشح ولا حزب ولا يشكي من تزوير ولا من سرقة الأصوات نتاعو. إذا نطمن الناس كل اللي قانون راه يطبق بصفة اللي تخلي كل واحد يخمم مليح قبل ما يخترق القانون. Nordine Zala, la fraude électorale a longtemps été une gangrène politique qui jette le discrédit sur les institutions du pays, quels que soient d'ailleurs les moyens qui sont toujours déployés par l'État, par l'administration pour la réussite des scrutins. Les soupçons de fraude ont toujours un peu gâché la fête, comme on dit. Justement, aujourd'hui, à travers ces réformes, à travers aujourd'hui ce dont on est en train de débattre ce soir, ces résultats qui sont l'expression tout simplement du peuple, aujourd'hui en direction de l'élu, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est un signal à la fois à l'opinion nationale pour dire que cette ère est révolue, mais aussi un signal pour l'image de l'Algérie globalement. Oui, bien entendu. Vous savez, moi je fais le lien entre les différents niveaux de réforme. On a assisté pendant ces dernières années, durant ces dernières années, à la fin de l'impunité. Plus personne en Algérie, quel que soit son niveau de responsabilité, son grade, son statut, n'est au-dessus des lois. C'est valable pour les formations politiques, pour les formations politiques qui se revendiquaient proches du pouvoir. Parce que rappelez-vous que le président de la République a très tôt, à travers une expression usée de Fakhamatou, son excellence qu'il a rejeté dès le départ, dès sa première mandature, il a voulu exprimer le ras-le-bol, le sien, au nom du peuple algérien, de la courtisanerie. Être courtisan ne suffit plus pour passer, pour faire ce qu'on veut, au nom du peuple et au nom du pouvoir exécutif. Là, en l'occurrence, on parle du pouvoir législatif, parce que je m'intéresse à l'équilibre des pouvoirs. C'est le rôle du président, et c'est aussi la garantie d'une démocratie, c'est qu'il y a un équilibre. En bonne santé. Rappelez-vous que les recours introduits après la sanction de l'ANI, ils ont lieu devant la chambre administrative, devant le tribunal administratif au niveau local, et le recours final, c'est le Conseil d'État. Donc on est dans un processus de défense de son droit devant le pouvoir judiciaire en réalité. Parce que le Conseil d'État, ce sont des magistrats qui siègent, bien sûr une magistrature un peu particulière, qui s'occupe de ces questions propres au code électoral, liées à ce qui est licite ou pas, par rapport à son éligibilité. Et l'autorité donc exécutive n'interfère pas. Donc on a vu des candidats qui ont été repêchés, alors qu'ils avaient été écartés par l'ANI. Donc je le disais, le jeu est dur, mais ouvert. Et dans cet équilibre donc, garanti par le chef de l'État, le chef de l'exécutif,
il y a une difficulté chez ceux qui ont été habitués à la roublardise, hein, à la tricherie systématique, de s'adapter. Cette difficulté de s'adapter, elle est due, je vous le disais tout à l'heure, à une certaine aliénation à des pratiques anciennes qui ont trop duré pendant des décennies. Aujourd'hui, bien entendu, on le dit, il n'y a pas eu de signalement, hein, de protestation de la part donc, des différents partis qui ont été candidats en lice. Et donc il n'y a plus de raison objective de dire que le scrutin est truqué ou est biaisé. Et la responsabilité revient à celui qui a mené campagne, à celui qui s'est présenté, à celui qui a été non élu ou élu. Parce qu'il va falloir bien sûr assumer cette élection législative avec 20%, donc un Algérien sur 5 qui est venu confier donc son bulletin pour exprimer sa confiance dans son élu au mandat national. Oui. Donc, je crois que c'est clair. On est dans une transition qui est liée à cette fin de l'impunité et cette obsession du pouvoir exécutif de mettre tout le monde, mais tous les Algériens, sous l'autorité de la loi et rien que la loi. Oui. Avec toutes les mauvaises surprises pour ceux qui n'y ont pas voulu y croire. Parce que je crois qu'il y avait, à un moment donné, une impression que c'était juste, comme le disait Mohamed, des slogans creux. Des slogans. Oui. Or, voilà, aujourd'hui, le moment de vérité, c'est que ce n'était pas des slogans. Ce n'était pas des slogans. Mais justement, Mohamed Achir, on disait les partis politiques ont eu du mal à s'adapter, pour certains n'ont pas compris les nouvelles règles du jeu, ou les règles tout simplement normales du jeu électoral. Est-ce que dans la sphère politique que nous avons aujourd'hui, est-ce que nous avons les moyens, ou est-ce qu'elle a, cette classe politique, les moyens de s'adapter aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut un renouvellement, un assainissement de l'intérieur, tout revoir jusqu'aux bases de la pratique, jusqu'au fondement de la pratique politique chez nous? Je pense que les partis politiques disposent toujours des marges de manœuvre, disposent toujours de la ressource humaine aussi, de leurs militants, pour pouvoir justement changer leurs pratiques. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand on prend un peu les partis classiques, traditionnels, c'est-à-dire qui avaient l'habitude de représenter le peuple au niveau des assemblées locales, au niveau de l'Assemblée nationale. Donc ces partis quand même ont accumulé un certain nombre d'expériences dans la gestion des collectivités, dans aussi les débats parlementaires. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de nouvelle génération, il n'y a pas de relève dans une bonne partie de partis politiques. C'est-à-dire, pourquoi justement? Pourquoi? Parce que déjà il y a eu beaucoup de ruptures dans ces partis. Il n'y a pas un effet cumulatif. Et à un certain moment, le paysage politique national était déstructuré, pollué carrément. Et les femmes, par exemple, ne pouvaient pas militer. Il y avait des exceptions qui militaient dans les partis parce que le climat n'était pas vraiment sain. La jeunesse, les universitaires, les élites, etc., n'ont pas trouvé justement un cadre leur permettant de s'exprimer, de défendre des idées et pourquoi pas de défendre leur idéologie aussi. Donc tout ça a été en quelque sorte balayé pour être remplacé par d'autres considérations. C'est la chasse au poste de député et c'est des négociations parfois parallèles aussi pour avoir des quotas, comme disait le président. Donc il y a aussi des pratiques malsaines. On achète les places sur la liste des candidatures. Et pourquoi? Parce qu'on cherchait l'immunité parlementaire. Et cette immunité parlementaire d'ailleurs a été révisée récemment aussi. Oui. Donc pour qu'elle ne soit pas absolue. Parce qu'il y a aussi certaines pratiques qui n'ont pas honoré aussi certains députés. Donc il y a le principe de déchéance de cette immunité? Je pense que ça a été en tout cas bien encadré. C'était... c'est-à-dire des juristes qui peuvent répondre plus exactement sur... Mais le principe, c'est qu'il n'est pas absolu. C'est-à-dire l'immunité n'est plus absolue. Oui. Donc, les partis politiques n'ont pas transmis justement aux nouvelles générations. Vous savez qu'il y a sans limitation de mandat. Avant, il y avait ceux qui ont fait 4 mandats.
je ne sais pas combien, de 97, au moins si on compte de 97 jusqu'à la dernière, jusqu'à 2021, la dernière législature. Donc, Au niveau toujours, de l'Assemblée nationale populaire. et j'étais là, 3 ou 4 mandats. Oui. Mais là, Certains- la loi est limitée, par exemple. Oui. C'est pour qu'il n'y ait pas. C'est vrai que c'est discutable. Voilà, certains ont défendu le principe Oui, de oui, c'est justement discutable. poursuivre, Mais moi, je. programmes, etc. Là, c'est Comme au un- niveau local, parce qu'au niveau local, c'est différent. C'est différent au niveau Oui. local. Mais après aussi, est-ce que ces députés qui ont mis 3 mandats ont produit des lois? Eh ben, il faut évaluer Alors, aussi. on a su que depuis Ils n'ont pas produit l'indépendance. de loi. Mais on vous a il y a eu élu une seule loi. justement non pour contrôler l'action du gouvernement, d'accord, mais aussi pour produire des lois. Mais là, c'est. Donc Ah, l'acte, et justement, puisque vous le abordez pouvoir le sujet, législatif n'est pas exercé. comment expliquer ça? Comment expliquer que le pouvoir législatif qui est incarné par le Parlement et essentiellement peut-être un peu plus l'Assemblée Non, populaire nationale n'est pas exercé par nos N'est pas députés? exercé, en tout cas même la précédente législature n'a pas vraiment exercé assez. On n'a pas vu des Mais justement, commissions le président de la d'enquête, on n'a pas République dit vu. que la précédente était la première assemblée qui a proposé et voté une loi pour la première fois. Une loi. Une loi, oui. Une loi, pas. Mais avant, bien avant cette législature, bien cette assemblée, c'est-à-dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. L'assemblée a servi plus de décor que Chambre de pouvoir. D'ailleurs, on le qualifie dans la presse de chambre d'enregistrement, Oui, etc. caisse de résonance. C'est ça. Et puis il y a eu une pratique aussi qui était, c'était le contaison fermer la PN. Hein. Ça c'est un acte aussi qui est un peu, c'est-à-dire, c'est un acte qui a impacté l'image et la crédibilité, non seulement des députés, mais aussi de cette institution. Donc tout ça, ça a laissé en quelque sorte un héritage très lourd qu'il faut dépasser. Maintenant, justement, on est en plein processus pour réellement reconstruction de reconstruction, non seulement de la classe politique, Capital en de tant que la classe politique, c'est aussi les urnes hein, qui sont habilitées à trier la classe politique, c'est-à-dire à donner les voix à la classe politique, c'est-à-dire c'est l'exercice démocratique. Mais maintenant, en général, les conditions d'exercice de la politique, là, je pense que l'État il a promulgué des lois, il a mis une institution comme l'ANI, etc. Donc, le cadre juridique, mécanique existe aujourd'hui Ça, c'est l'État, parce que pour que la l'État pratique politique tout à fait. s'adapte Parce et que change. effectivement, parce que l'État, son rôle, c'est d'assurer les bonnes conditions de concurrence, des conditions de concurrence loyales qui donnent aussi la chance à tout le monde et qui encouragent aussi. Et on voit là, même la loi encourage la jeunesse, etc. D'ailleurs, les jeunes qui sont candidats sur des listes indépendantes, on les aide même financièrement. Oui. C'est pour les encourager. On va y venir parce qu'il ne s'agit pas seulement de pousser des jeunes à venir se présenter en candidat, mais il s'agit aussi de les former à la chose politique et c'est peut-être aussi une partie de l'échec de la classe politique à faire adhérer ou à convaincre justement le peuple d'adhérer au système électoral. Au scrutin en tout cas. Nourdine Zala, Mohamed Achir parlait justement de cette classe politique qui, certes, est aujourd'hui garantie d'avoir un cadre de concurrence loyale, des règles et des lois qui régissent aujourd'hui le système électoral globalement, mais une classe politique ou une sphère politique qui n'est pas conditionnée qu'au scrutin ou aux consultations élective. Il y a aussi une vie politique à dynamiser au courant de l'année. Et c'est aussi là le talon d'Achille de nos politiques. Ils sont absents. Ce qui nourrit peut-être aussi la méfiance des citoyens lorsqu'ils se présentent pendant la campagne électorale pour dire nous avons des programmes, nous avons ceci, cela. Oui, ces dernières années, il y a eu à un moment donné l'effervescence lorsqu'il y a eu la création, l'avènement du multipartisme. Je me souviens qu'il y avait des universités d'été régulièrement organisées par les formations politiques qui
participer donc à la formation, à une sorte de bilan, de projection du parti par rapport aux enjeux, aux intérêts, aux projets nationaux. Hein, parce que ce sont des partis à implantation nationale, c'est une exigence. Hein. Et ces dernières années, on n'assiste plus à ces universités d'été qui, un temps plutôt court, hein, puisque ça a vite disparu, permettaient la formation, l'émulation de militants, de jeunes militants, et puis la compétition et l'ascension. Parce qu'à l'intérieur d'un parti, il y a une vie, il y a de la désignation, il y a aussi des élections à l'intérieur des partis pour occuper donc les postes organiques. Hein, pour être éventuellement candidat aux prochaines élections, il faut avoir quand même un certain parcours. Tout ça a été arasé, tout ça a disparu. On a affaire à des partis politiques qui fonctionnent avec le strict minimum, une espèce de travail à huis clos, hein, d'un petit groupe de personnes qui gèrent le parti et qui organisent à sa manière, ce groupe de personnes, les différentes consultations électorales, avec beaucoup de frustration, de dénonciation, de division, parfois de désertion, puisque le nomadisme politique, il faut l'expliquer aussi. Justement, voilà. oui. Il faut comprendre pourquoi certaines personnes quittent aussi facilement leur parti politique. Ce n'était pas le cas au début du multipartisme. Il y avait quand même... Justement, comment expliquer que ce fléau, on peut parler même de fléau politique. Écoutez, on en est arrivé à un stade où il n'y avait plus de honte à quitter son parti politique puisqu'ils se valaient tous. Et c'était un peu le miroir, l'image qu'on voyait dans l'opinion publique. Voilà, tous pareils, donc, puisqu'ils sont tous pareils, autant aller vers ceux qui ont plus de chances de passer. Voilà, donc on était dans cet esprit-là, avec l'histoire des quotas, les places qui s'achetaient. Il était peut-être plus intéressant d'être numéro 2 de tel parti que numéro 1 d'un autre. On a compris que c'était une sorte de déliquescence qui a conduit justement à ce que le pouvoir exécutif dise non, l'exercice du pouvoir c'est sérieux. Si vous voulez exercer une partie du pouvoir, au nom des Algériens, il va falloir être sérieux. Voilà, parce que l'exercice lui-même, le pouvoir, ce n'est pas une aventure ou un poste d'emploi ou une sorte de CDD pour s'enrichir ou pour tisser un réseau de connaissances et d'affaires. Voilà, c'est grosso modo, je caricature bien entendu, parce qu'il reste des partis politiques et des militants très intègres, très patriotes, engagés, patriotes, et il ne faudrait pas jeter la pierre à tout le monde. Oui, mais vraiment. Dans l'ensemble, le système politique, donc la classe politique algérienne, d'Algérie, a souffert, comme d'autres classes politiques à travers le monde. Je voudrais justement profiter, puisque je parle d'autres pays, faire remarquer qu'il n'y a pas d'institut de sondage en Algérie officiel, ni indépendant, ni amateur, entre guillemets, puisque nous avons les réseaux sociaux. Et ça arrange pas mal de monde quand même. Parce que cet échec de beaucoup de formations politiques, on aurait pu le prévoir. On aurait pu l'envisager à travers des sondages. Ça va sûrement venir, je suis sûr que le président de la République... Mais les sondages sont aussi manipulables. Oui, mais... On les critique dans pas mal de pays. Bien entendu, les sondages, il faut plusieurs instituts de sondage, et puis il faut quand même rester aussi attaché à tout ce qui est officiel. Donc nous avons l'ONS, l'Office national des statistiques, nous avons le travail a priori et le travail a posteriori. C'est le travail a posteriori qui valide ou qui donne la crédibilité aux sondages donc, qui ont été faits auparavant. Mais ce qui est intéressant, excusez-moi, par rapport au baromètre, donc à cette volonté d'anticiper, puisque nous sommes là pour analyser, nous ne sommes pas là pour juger ni lancer la pierre, comme je disais. Je crois que beaucoup de partis politiques ont été atteints d'une cécité due au fait qu'il n'y ait pas une réelle autonomie dans le travail de mobilisation, de campagne électorale. Il y a toujours dans l'inconscient collectif une sorte de tutelle au niveau des pouvoirs publics qui va faire que, et c'est pour ça que le président de la République insiste, l'époque des quotas est révolue. C'est-à-dire que maintenant, débrouillez-vous. Vous avez l'ambition de gouverner, d'exercer le pouvoir, soyez à la hauteur.
aller chercher les voix en étant éloquent, en persuadant la population de votre potentiel politique pour faire progresser le pays, la nation. Mais justement, ce taux aujourd'hui de participation nationale, il ne faut pas oublier que aussi le taux au niveau de la diaspora algérienne à l'étranger a été aussi relativement faible, un peu plus de 10%. Et donc, qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui que nos formations politiques doivent tout revoir, comme on le disait. Il faut aussi des couleurs politiques pour que l'électorat se retrouve. Pour qui on vote, pour quel programme, pour quelle tendance, pour quelle obédience politique. Est-ce que ces éléments sont définis chez nous? Oui, justement, quand j'ai... Comme on peut le voir à l'étranger, Oui, la droite, l'extrême droite, oui, même... la gauche, l'extrême... C'est très... Même à l'étranger, il y a ce problème. Ah. Quand j'ai parlé tout à l'heure d'un facteur exogène qui pousse à la dépolitisation, au désengagement politique, à l'affaiblissement aussi des partis politiques et de leurs pratiques politiques, c'est lié justement à cette mondialisation marchande aussi, à ces plateformes, à l'Internet. Maintenant, c'est la société virtuelle, carrément. Donc là, c'est-à-dire, on disait que la mondialisation a même marqué la fin des idéologies. Donc, oui, juste pour revenir, pardonnez-moi, juste pour revenir à notre, notre situation. Quand on a une kyrielle comme ça de petits partis, mais sont les partis traditionnels et les grands partis qu'on connaît, là, on sait à peu près quel est le problème. Mais dans la kyrielle de partis politiques qui ont été créés récemment, qui se sont formés récemment, on ne sait pas finalement à qui on a réellement affaire. Que propose... C'est vrai. Oui, il y en a beaucoup, mais en termes de discours politique, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils proposent réellement. Justement, il y a du marketing politique à faire. Oui. Normalement. Mais ont-ils réellement tous un ancrage politique, social, des programmes à proposer C'est ça. Oui. Donc d'abord, il y a ce problème aussi de l'affaiblissement des idéologies. Ça, c'est un grand problème. Oui. Au niveau mondial. Au niveau mondial, c'est-à-dire, parfois, il y a un pays qu'on connaît très bien, on dit on ne reconnaît pas ni la gauche ni la droite. C'est ça. C'est vrai. Oui, c'est-à-dire... Il y a des glissements idéologiques. Exactement, parce qu'il y a le capital. Mon ami tout à l'heure parlait de l'aliénation, je reste toujours un peu la domination du capital dans le même source d'analyse. Donc il y a cette marchandisation de l'acte politique, etc., cette plateformisation, cette virtualisation. La politique qui ne s'exerce pas maintenant assez en présentiel dans des assemblées, dans des débats, dans des salles, etc. Il y a la confrontation des idées. Tout ça aussi constitue des facteurs, en quelque sorte, causant le recul de la pratique politique. Mais parlons du cas algérien, effectivement. Maintenant, moi j'ai écouté pas mal de discours de chefs de partis politiques lors de cette campagne. Parfois, c'est-à-dire on reprend les mêmes slogans, même parfois c'est des slogans, on reprend les mêmes slogans, on reprend les mêmes idées, on reprend les mêmes, c'est-à-dire les mêmes sujets. Voilà. Et alors que il y a un effort d'adaptation de discours par rapport aux mutations, par rapport aux exigences, aux nouveaux besoins des citoyens, mais aussi il y a cet effort de distinction qu'il faut montrer. C'est-à-dire, vous êtes un parti, et vous êtes un parti, donc il faut que ce soit un parti de pouvoir, pas du pouvoir. Absolument. Un parti de pouvoir, c'est-à-dire qui est capable d'exercer le pouvoir, d'arriver au Parlement, majorité parlementaire, prendre le poste de chef de gouvernement, et président de la République. Donc c'est ça un parti, il travaille pour prendre le pouvoir. Et donc si on travaille pour prendre le pouvoir, donc il faut quand même aussi préparer un programme qui va convaincre l'électorat, qui va convaincre les citoyens. Donc cet exercice-là, je pense qu'on répète un certain nombre de questions nationales et internationales et on reste en quelque sorte en surface et dans des généralités. Oui. Et mais pourtant, les questions politiques, les sujets politiques existent chez nous qui intéressent les Algériens. Les Algériens sont très politisés. Ouais, moi, je voudrais, si vous permettez, rapidement. Rappeler qu'il y a eu des balbutiements, des tentatives
d'intervention de l'Assemblée populaire nationale à travers certains députés au sujet, par exemple, de la nouvelle loi minière. La grosse déception, c'est que le travail sérieux de lecture de la nouvelle loi minière n'a pas été effectué, au point où le ministère de l'énergie à l'époque ne savait pas quoi répondre, puisque les questions n'étaient pas assez pertinentes, elles ne touchaient pas la loi minière, le nouveau texte, donc, qui était à l'époque donc un projet. Le problème est là, ça manque un peu de sérieux, de concentration, d'expertise. Le travail D'où l'exigence qu'il y a aussi des députés. Voilà, qui est à un certain niveau, absolument, pour pouvoir comprendre, travailler, éplucher, critiquer, amender, c'est leur rôle, c'est ce que demande le président de la République. Donc, moi, je parle toujours en matière de rapport. Justement, c'est pour ça que je vous disais de faire un peu vite, parce que j'aimerais vous proposer un dernier extrait des déclarations du président de la République, où il évoque le caractère intègre et exempt que devrait donc avoir cette future assemblée. On l'écoute et on revient. مش أول ثاني برلمان الأول وقعت فيه اختراقات صح ولكن البرلمان هذا إن شاء الله خالي من كل الشبهات إن شاء الله البرلمان لما نتكلم عن البرلمان بغرفتيه ولا نتكلم عن المجلس الشعبي الوطني هو مؤسسة ما بين المؤسسات الدستورية والجمهورية اللي تواكب المسيرة نتاع البلاد من كل نواحي سواء كانت سياسية واقتصادية وغيرها. وانتم لاحظتوا أول مرة في تاريخ استقلال الجزائر في تاريخ الجزائر المستقلة البرلمان يقترح قانون ويمر قانون تجريم الاستعمار كانت مبادرة من المجلس الشعبي الوطني ونتمنى باش تكون فيه مبادرات أخرى ونتمنى كذلك باش تكون فيه على مستوى البرلمان بصفة عامة يعني بغرفته تكون فيه مبادرات نتاع تحريات خلق جمعيات اللي تتحرى في الميدان على الأمور اللي ظهر لها فيها اختلال ولا ما كلها احنا في طريق سليم طريق صحيح إن شاء الله نتمنى ما أحسن بالطبع لبلادنا ونشعروا أن هذه الانتخابات جاتنا أسهل من الانتخابات اللي مروا يعني الشيء اللي يخلينا نتفائل أن الناس فهموا القانون وهضموه وعرفوا ما هو الاتجاه للمرحلة نتاع توجيه صوت الناخب إلى إنسان آخر والتزوير والكوطة وهذه انتهينا منه نهائيا ودخلنا في اليوم دخلنا في مبادرات أخرى دستورية وانتم تعرفوا أن الدستور الجزائري ما بين دساتير القلائل إن لم أقول هو الدستور الوحيد اللي يأخذ بعين الاعتبار حالتين إما المعارضة تنتصر في الانتخابات التشريعية ويكون لها رئيس حكومة منبثق من الأغلبية البرلمانية تاعهم إما الأغلبية الرئاسية هي اللي تنتصر ويكون وزير أول يعني حتى الدستور يعني له نظرة بعيدة فيما يخص المستقبل تاع بلادنا. Voilà donc Mohamed Achir, le président de la République, qui annonce finalement que cette prochaine Assemblée populaire nationale sera normalement exempte de tout soupçon d'accointance, donc avec des milieux douteux, etc. Ça c'est déjà un acquis. Mais il invite déjà cette APN à aller dans la proposition de loi, à jouer tout simplement son rôle législatif, de constituer des commissions d'enquête lorsque les situations l'exigent, de faire son travail tout simplement législatif, et plus encore son rôle central dans le contrôle de l'action du gouvernement. Tout à fait. La Constitution de 2020 permet à une majorité parlementaire de nommer un chef de gouvernement en concertation avec le président de la République. Donc là, on est pratiquement dans un système quasiment mixte entre le présidentiel et le parlementaire.
Donc je pense, maintenant on verra les résultats officiels de ces élections législatives. En tout cas, la Constitution est garantie justement une vraie représentation et un pouvoir législatif, c'est-à-dire quand une majorité, ou bien ils arrivent à constituer une majorité et nommer un chef de gouvernement en concertation avec le président de la République. Donc là, on est en plein exercice démocratique. Oui. Maintenant, après, s'il n'y a pas de majorité, donc, il appartient au président de la République, avec la majorité qui soutient le président, de nommer un Premier ministre. Mais l'exercice du Parlement ne s'arrête pas seulement à ça. C'est-à-dire, il y a le travail des parlementaires. D'abord, il y a plusieurs commissions parlementaires qui font c'est-à-dire qui traitent plusieurs dossiers. Tous les secteurs sont représentés dans les commissions parlementaires, en plus de la loi de finances qui est quand même très très importante. Et puis vous avez aussi les commissions d'enquête, comme vous dites, qui sont très importantes pour accompagner. Mais si le président en parle, c'est qu'il va falloir, il demande un petit peu qu'il y ait plus de proactivité de cette Assemblée populaire nationale. Un dernier mot vraiment rapidement, Nordine Zala, sur les jeunes candidats qui étaient candidats à cette élection législative, ou ces jeunes députés qui sont désormais, qui ont été élus députés. Le jeunisme n'est pas forcément une bonne chose, toujours. C'est bien d'intégrer des jeunes, de renouveler le personnel politique, mais avec une déformation politique, parce qu'ils vont constituer d'une manière ou d'une autre un peu le terreau des prochains, de la prochaine sphère politique. Oui. C'est le futur de la sphère politique chez nous. Bon, dans l'absolu, c'est très bien de revenir à l'Assemblée. Si on regarde de plus près, il va falloir quand même que ces jeunes travaillent. Il y aura sûrement une période de rattrapage pour ceux qui n'ont pas d'expérience ou de formation politique. Et je suis confiant quand même, parce que c'est un phénomène naturel. Oui. La jeunesse doit prendre le flambeau. Elle saura le faire à condition qu'elle soit un peu plus laborieuse. Il va falloir travailler. Je crois que le vrai appel du président de la République, c'est un appel à se retrousser les manches. C'est un appel qu'il aurait pu adresser à tous les élus, pas seulement de cette APN, même au niveau local. Je suis confiant. Le jeunisme est un peu péjoratif, mais je pense que quand on se souvient du miracle de la révolution algérienne, quand on sait à quel âge ces Chouhada et ces Moudjahidines ont pris en main le destin de la renaissance de l'État algérien, je crois que les Algériens d'aujourd'hui ne sont pas insurmontables. Absolument, ne sont pas, je pense, plus, on va dire, handicapés que les jeunes d'antan. Au contraire, ils ont beaucoup plus de moyens. Il y a les réseaux sociaux, il y a la technologie. Ils ont eu accès à l'école, pour la plupart. Je suis confiant. Seulement, il va falloir travailler. Il faut travailler. Il n'y a pas de don en politique, comme dans d'autres domaines. Il faut travailler. Il faut prendre au sérieux l'exercice du pouvoir. Merci beaucoup, messieurs. Merci Nordine Zala, journaliste indépendant et spécialiste des questions politiques et internationales. Merci à Mohamed Acher, notre consultant dans les questions politiques et économiques. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission spéciale. Je vous retrouve très bientôt. Très bonne suite des programmes. Au revoir.